Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table pour une nouvelle semaine. Le malaise des enseignants et des directeurs d'école. Avec nous à partir de 12h55, une ex-contractuelle qui vient de passer 1 an dans une vingtaine d'établissements en Seine-Saint-Denis et qui témoigne dans un livre « Ils ont tué l'école », des conditions dégradées de l'enseignement aujourd'hui, en dialogue avec une sociologue de l'éducation qui s'interroge dans une tribune parue dans Le Monde sur l'isolement des enseignants. Mais d'abord, Thomas Joly arrive au Quai d'Angers, un CDN à 37 ans, une compagnie, la Piccola Familia, créée à presque 20 ans, et 2 spectacles à voir actuellement. Macbeth Underworld à la Monnaie de Bruxelles est en ligne, et Un jardin de silence avec la chanteuse Elle, comme Raphaël Lanader, le compositeur David Babin alias Babix au piano. C'est à la Scala de Paris jusqu'au 3 novembre, puis en tournée dans toute la France et en Suisse jusqu'au printemps prochain. Thomas Joly ouvre le bal tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Après Marivaux, Guitry, Shakespeare ou encore Sénèque, le metteur en scène continue à ouvrir son répertoire et à multiplier les formes. Bonjour Thomas Joly. Bonjour Olivia Gesbert. Vous n'aimez pas être là où on vous attend en fait. Moi j'aime beaucoup les aventures nouvelles, mais si on parle de Barbara, quelque part il y a quand même un lien parce que me suis beaucoup intéressé aux monstres et je crois que Barbara en fait partie. Voilà. Monstrueuse dans le sens de monumental. Dans le sens de monumental, dans le sens de monstre sacré, dans le sens de ce personnage théâtral qu'elle a créé aussi avec sa coiffure, son costume, son maquillage, son masque qui étaient ses lunettes, et puis cette aura qu'elle a avec elle, qu'elle a toujours eu avec elle. Ça, c'est Barbara. Et les Macbeth, c'est ce qu'ils étaient eux aussi à leur manière des monstres. Clairement. Après la trilogie Henri VI, Molière de la mise en scène et Richard III, nouvelle exploration du répertoire shakespearien pour vous, Thomas Joly, à travers l'interprétation qu'en fait Pascal Dussapin et son librettiste Frédéric Boyer à la Monnaie de Bruxelles. Une pièce mise en ligne sur le site et qu'on pourra voir prochainement, ce sera en mars prochain, sur la scène de l'Opéra Comique de Paris et juste après sur celle de l'Opéra de Rouen. Ça s'appelle Macbeth Underworld, extrait. Ce Macbeth Underworld, c'est une revisitation, réinterprétation d'un mythe, là encore. L'idée de Frédéric Boyer, de Pascal Dussapin, était de plonger dans le couple des Macbeth et d'aller dans l'underworld, c'est-à-dire l'outre-monde, mais aussi leur inconscient, d'aller travailler autour de la figure de la culpabilité, du meurtre, dans l'amour, puisque c'est un couple qui s'aime, et je pense que c'est l'une des spécificités peut-être du livret de Frédéric Boyer, c'est qu'il a vraiment souhaité non plus faire de Lady Macbeth une femme monstrueuse qui manipule son mari, mais vraiment l'idée d'un couple de tueurs, qui est aussi blessé par la perte d'un enfant, puisque c'est une chose qu'on ne sait peut-être pas tout à fait des Macbeth, mais un vers. Comme bien souvent d'ailleurs chez Shakespeare, nous met des énigmes comme ça dans ses pièces avec juste un seul vers où elle dit qu'elle a donné le sein. Donc a priori, il y aurait eu un enfant, ce couple aurait eu un enfant qui n'est plus là. Donc ce couple en fait est enfermé dans son meurtre, à le revivre de toute éternité, environné de fantômes, ceux qu'ils ont tués, Banquo, le roi Duncan, mais aussi cet enfant mort qui les hante. Voilà, un peu... c'est une adaptation de Macbeth, on n'est pas du tout dans la narration linéaire de la pièce de Shakespeare. Oui, parce que la partition, le livret, l'orchestration et la mise en scène, tout est nouveau. Aujourd'hui, tout est moderne, repensé à l'aune d'aujourd'hui. C'est une création, oui, tout à fait. On y retrouve Shakespeare quand même, dans les mots. Oui, on retrouve Shakespeare, parce que d'abord Frédéric Boyer l'a traduit. Shakespeare, par ailleurs. On retrouve aussi évidemment l'alternance du grotesque, du sublime, avec des personnages qui sont aussi comiques. Ce n'est pas que, il n'y a pas que la tragédie. Je crois en fait qu'ils ont simplement voulu resserrer tout simplement la pièce de Shakespeare autour du couple et que
pour le coup, moi, avec mon bagage shakespearien, j'ai souhaité à la mise en scène, et d'ailleurs c'est peut-être l'expérience de mise en scène la plus extraordinaire que j'ai vécue, c'est qu'il fallait tout créer. Pour la première fois, personne n'avait entendu cet opéra, personne n'avait chanté cet opéra, personne n'avait vu cet opéra. Et moi, la mise en scène, ça a été l'aventure à l'heure actuelle la plus excitante. Ils sont venus vous chercher parce que vous êtes désormais déjà un spécialiste du répertoire shakespearien. Shakespeare, il vous dévore, vous, Thomas Joly? Oui, il m'a surtout tout appris. Je crois que c'est l'auteur qui arrive à embrasser le plus grand, non seulement le plus grand nombre, mais aussi la plus grande palette d'émotions, la plus grande humanité, la plus grande universalité, si on peut dire ça. Et à ce titre, il est un exemple, un maître, vraiment. J'ai tout appris, enfin pas tout appris de lui, mais c'est évident que quand on commence à s'intéresser à son travail, on ne peut plus faire du théâtre de la même façon après. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. La première didascalie d'Henri VI, qui est la première pièce que j'ai montée de Shakespeare, implique le public, par exemple. Elle dit que rentrent le duc de Gloucester, le duc de Bedford, enfin tous les personnages, et tout le peuple de Londres. Ça a l'air d'être un détail, mais que Shakespeare mette le public à l'intérieur même de sa didascalie, ça implique que le geste de mise en scène doit forcément être en cohérence, en symbiose avec la salle, avec les spectateurs. Et ça, par exemple, c'est une chose qui maintenant ne me quittera plus, c'est sûr. Sur la scène du lyrique, Thomas Joly, vous avez déjà 2 opéras à votre actif. À l'Opéra de Paris, c'était la saison 2016-2017, Heliogaballo de Francesco Cavalli, un opéra du XVIIe. Quand je viole une loi, c'est tout à son bonheur. Tout à son honneur. À son honneur et à son bonheur peut-être aussi. Ça, c'est Heliogaballo. C'était Heliogaballo, terrible tyran, que vous mettiez en scène dans cet opéra, suivi de Fantasio d'Offenbach. C'était à l'Opéra Comique, du théâtre de l'opéra. On a l'impression quand même que dans toutes vos productions, et c'est ce qu'on retrouve à la Monnaie de Bruxelles, cet esprit cabaret vous poursuit et vous permet aussi de réinterpréter les mythes, ces mythes-là, ces grands opéras, à l'aune d'aujourd'hui, ces personnages totalement débordants, hauts en couleur, ces ogres aussi sur scène. Je suis fasciné par ces personnages qui sont monstrueux, je le disais, parce que, d'ailleurs, monstrueux, le mot monstre vient de monstrare, du latin, celui qui est montré, celui que l'on montre, et que, forcément, théâtralement, ils ont toutes les facettes possibles de création, bien sûr, visuelle et d'interprétation, mais aussi, ils sont comme des loupes sur l'humanité, ces personnages-là. Donc, bon, forcément, ils m'intéressent. Le rapport au cabaret dont vous parlez, c'est cette incroyable force qu'a le théâtre, et ça depuis toujours, de réunir les vivants ensemble. Et moi, je crois que je fais ce travail pour ça, parce que je me sens plus humain sur une scène, ou bien même dans la salle quand je suis spectateur, que dans la rue ou chez moi. Voilà. Et ce rapport du cabaret, c'est-à-dire cet aveu d'humanité partagée, de présence, de coprésence, effectivement se retrouve, je crois, dans tous mes spectacles. Et dans cet opéra, ce Heliogaballo, vous n'aviez pas du tout mis de côté la théâtralité de cet opéra-là. C'était le chef d'orchestre Leonardo Garcia Alarcón qui travaillait avec vous sur cet opéra, qui disait à quel point la vitesse, la lumière était au cœur aussi de votre travail, et que vous permettiez, dans la manière d'appréhender aussi ces partitions, ce texte, ce livret, de donner un autre rythme à l'opéra. Est-ce qu'avec ce Macbeth Underworld, ça court encore, ça galope? Alors, c'est un peu différent parce qu'on parle de l'opéra Heliogaballo, mais en fait, ce n'en est pas un. C'était un drama per musica, c'est-à-dire du théâtre chanté, et la musique baroque a ça de formidable, et Leonardo Garcia Alarcón, comme chef aussi, a ça de formidable de laisser la théâtralité s'exprimer. Avec Pascal Dussapin, on est ailleurs, puisque la partition est écrite, parfaitement écrite et précisément écrite. Et la petite nuance, c'est que je n'avais pas entendu l'opéra moi-même 10 jours avant la première, puisque l'orchestre est arrivé même pas 10 jours, je crois 1 semaine avant la première. Donc il a fallu inscrire la théâtralité de manière différente. Là où ça a été absolument passionnant pour moi, c'est que j'ai pu entrer dans la tête d'un compositeur vivant au moment même où il était en train d'écrire la partition. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Pascal de me dire sa musique, avant même de commencer les répétitions, de me parler sa musique, non pas de me la chanter, de me la fredonner, mais de me donner des mots, de me donner des adjectifs. Et j'ai filmé Pascal Dussapin. Je crois que ce document, si un jour quelqu'un le retrouve, ressemble un peu à l'abécédaire de Gilles Deleuze. Vous voyez, quelque chose, une caméra posée face, sans grand effet de mise en scène ni de réalisation,
et où le compositeur, en l'occurrence Pascal Dussapin, bouge, parle, s'exprime. Il est d'ailleurs très engagé corporellement, ce compositeur. Et donc avec tout ça que j'ai retranscrit, j'ai écrit la mise en scène depuis la tête du compositeur. Voilà comment j'ai procédé, parce que je ne pouvais pas avoir accès à la partition. Donc oui, la théâtralité, finalement, elle se loge partout. Et j'essaie toujours... Vous parliez que je n'étais jamais à l'endroit où on m'attendait, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de remettre l'ouvrage sur le métier. Je ne suis pas un metteur en scène à système. Alors oui, on retrouve des motifs, mais j'aime bien, moi, être déplacé en permanence, et c'est pour ça que j'aime faire ce métier. Chanter, fredonner, c'est ce que vous faites en ce moment sur la scène de la Scala à Paris, à l'occasion de ce spectacle Un jardin de silence. À Paris et bientôt en tournée dans toute la France. C'est un hommage à Barbara, un portrait en clair-obscur, pour reprendre le titre du livre de la journaliste Valérie Lehoux consacré à Barbara. On y entend son petit rire à elle, ses éclats de voix, ses peurs, ses doutes et surtout aussi son humour. Alors la chanson s'appelle Les Amis de Monsieur, c'est une chanson un petit peu audacieuse, mais enfin... Et à cette époque-là d'ailleurs, à l'époque où j'ai commencé à chanter cette chanson, on a dit « Oh, c'est fou, c'est une intellectuelle ». Enfin, c'est pour vous dire tout ça, bon. J'aurais jamais rien compris d'ailleurs. Bien qu'il possède une femme charmante, l'ami Durand est un coureur, v'là-t-il pas qu'il reluque sa servante, et qu'il a relu qu'en amateur, il lui dit « Mais dis donc ma fille, entre nous, vous êtes fort gentille, et votre personne crème d'un chien au naturel doit être très bien. » Ah, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, car fit-elle d'un air étourdi, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Durant de plus en plus s'emballe, et la petite bonne, il fait la cour, et pour décrocher la timbale, il lui jure toute une nuit d'amour. Voyons, t'es pas la dégoûter, Au contraire, tu devrais être flatté. Dans ta chambre, je monterai sans bruit, laisse donc ta porte ouverte cette nuit. Ah, on n'aura pas la suite, il faudra aller à la Scala pour l'entendre La et le chute de voir. l'histoire. Thomas Joly, vous pourriez dire comme Barbara dans ce spectacle-pièce, Un jardin de silence, avec sincérité et un soupçon de provocation, je fais de la scène parce que j'aime m'exhiber. Oui. Moi, je pense qu'elle a raison. Je pense que elle dit d'ailleurs que c'est une faiblesse. Alors, le rapport... Dans l'exhibition, si c'en est, il n'y a pas de rapport narcissique. Moi, je ne crois pas, enfin, je n'ai pas ça. Je n'ai pas envie de me... C'est pas égo... Il n'y a pas rien qui est relié à l'ego, en tout cas. Par contre, cette exhibition, elle est certainement dans la volonté de... Je parlais de la loupe tout à l'heure, de mettre à jour, en lumière, la complexité de l'humanité, des humanités, et qu'à ce titre, oui, j'ai envie de servir d'outil pour ça. Les chansons, ce sont des pièces de théâtre de 3 minutes. Oui, c'est ce qu'elle dit. dit. Ouais. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, elle dit qu'elle est une Bon. Barbara est pleine de contradictions, mais quand elle dit qu'elle n'est qu'une interprète, qu'elle n'est pas poétesse, qu'elle n'est pas auteur-compositeur, d'ailleurs, un journaliste lui dit « mais pourtant, c'est ce que vous êtes », et elle dit qu'elle n'est pas du tout ça, elle est interprète parce que, effectivement, la chanson, elle aime la chanson, parce que c'est une pièce de théâtre en 3 minutes, c'est une peinture. Et elle a raison, dès qu'elle commence une de ses chansons, nous partons en voyage avec elle. Elle a ce talent incroyable. Moi, par exemple, quand j'écoute Nantes, de Barbara, j'ai l'impression que mon père est mort à Nantes, alors que mon père n'habite pas Nantes, et surtout, fort heureusement, il n'est pas mort. Donc, mais j'ai cette sensation-là, c'est-à-dire que pour moi, le talent de Barbara et des grands interprètes que sont Léo Ferré, Jacques Brel, Gainsbourg, Raphaël Lanader aussi, c'est ce qui m'avait frappé quand je l'ai rencontré et écouté pour la première fois, c'est qu'ils arrivent en parlant d'eux-mêmes très fort à parler de moi, alors que ça n'est pas du tout... Ça ne me concerne pas, ces histoires ne me concernent pas. Ça, ce grand talent-là, pour le coup, quand je parlais de mettre une loupe sur l'humanité, Barbara sait le faire. Et c'est le même échange qui se joue dans une pièce de théâtre entre les acteurs, les comédiens et le public ? Je crois que, d'ailleurs, c'est ce qui... Il faudrait que les sciences cognitives y répondent un jour, mais j'ai la sensation que les acteurs sont des portes d'entrée sur lesquelles les cerveaux des spectateurs se plaquent. Je crois, oui. Et que il n'y a pas... Je pense que personne n'est dupe. Enfin, je veux dire, quand on vient voir une pièce de théâtre, tout le monde sait bien que
le roi n'est pas en train de tuer vraiment quelqu'un sur scène. Et pourtant, le rapport d'illusion fonctionne. Donc il y a un rapport de projection sur l'artiste, qu'il soit chanteur ou acteur, de la part du public, qui est à mon avis la clé de la nécessité de l'art. Alors celle qui a donc eu l'idée de ce projet, qui l'a conçu et qui vous a demandé de la suivre et de l'épauler, c'est donc Raphaëlle Lanader, connue comme chanteuse sous l'initiale de son patronyme, Elle, tout simplement. Elle, lauréate en 2011, année de sortie de son premier album initial, réalisé avec Babix à nouveau, du prix Barbara, point de départ du spectacle entre concert et théâtre. Mais si vous vous moquez assez gentiment de cette reconnaissance officielle, elle, héritière, elle est quand même l'héritière, non, vous ne trouvez pas, de cette génération de la chanson française. Elle est bel et bien aussi l'héritière de Barbara. Tout à fait. Et elle l'est à ce titre parce qu'elle a eu ce prix, mais aussi parce que sa mère chantait Barbara depuis sa grossesse, et puis que Barbara la poursuit en fait. Elle la poursuit comme une mère protectrice, mais aussi comme une mère un petit peu envahissante, et que Raphaël avait besoin d'exorciser, je crois, son rapport à cette figure de fascination et de détestation mêlée. Et que donc, quand elle m'a demandé de l'aider, nous avons réfléchi ensemble à comment est-ce que nous pouvions travailler à cette exploration du personnage pour Barbara, pour ce qu'est Barbara, mais aussi pour Raphaël. Et au final, ce à quoi on est arrivé, c'est un portrait d'artiste, en fait. Et je pense que nous parlons autant de Barbara que de tous les artistes, et donc forcément de tous les publics, puisque l'artiste, en tout cas, la façon qu'a Barbara de se penser comme artiste n'est jamais décrochée, détachée du spectateur. Donc nous parlons finalement d'art et du rapport de l'art dans la société, dans la vie, dans le temps. Barbara, c'était une présence dingue sur scène. Il paraît, je ne l'ai jamais vue et je le regrette. Je vais vous faire une confession, moi non plus. Mais quand même, il y a des images d'elle aussi. Oui. Et il y a surtout cette voix que vous avez repris pour le spectacle. Et on l'entend se raconter ses doutes, raconter ses peurs, avec parfois beaucoup d'humour, un humour assez pince sans rire. Elle était très drôle, très pudique et très drôle à la fois. Elle balançait pas mal. C'est le cas quand elle raconte notamment sa reprise de La Complainte des filles de joie et sa rencontre avec Brassens, rencontre un peu contrariée avant qu'ils ne se retrouvent. Et puis c'était une femme qui avait besoin par moments de se replier sur elle-même. Quand vous rentrez en vous-même, comme vous dites, quand vous vous isolez, c'est pour retrouver qui ou quoi? C'est pour pouvoir être plus généreuse, si vous voulez. Le terme me paraît un peu grandiloquent. Plus je suis dans une grande salle, sur une grande scène, plus il y a de monde. Parce qu'on me pose souvent la question. Mais le cabaret, vous ne préfériez pas le cabaret? Non, pas du tout. Je préfère 1000 fois être devant 2000 personnes, vous comprenez? C'est plus extraordinaire parce que j'arrive à m'enfermer davantage, à me replier, à me faire tout à fait un jardin de silence en scène. Et de ce fait, j'arrive à aller mieux vers les gens. Un jardin de silence. Elle a raison. C'est beau ces mots. Devant 2000 personnes, on est beaucoup plus isolé que devant, à la Scala par exemple, la jauge de la Scala. Et quelque part, elle essaye, en fait, et c'est ça qui nous a passionnés avec Raphaël, elle essaye de décrire ce qu'est être un artiste, tout simplement. Qu'est-ce que c'est qu'écrire? Qu'est-ce que c'est que chanter? Qu'est-ce que c'est qu'être en scène? Qu'est-ce que c'est que la présence? Qu'est-ce que c'est que le rapport au public? Elle essaie de détailler tout ça. Alors, on a vraiment retranscrit ces mots de manière tout à fait exacte, avec les « e », les hésitations et les contradictions, parce que et c'est sa grande force, elle est vraiment en train de dérouler sa pensée devant nous. Et donc, elle est dans un moment de vérité en permanence. Et ça, je pense que c'est ce qui fait sa grande qualité, c'est qu'elle n'a jamais triché. Elle n'a pas d'élément de langage, si vous voulez. Elle n'est pas une artiste calibrée pour faire du média. Donc, elle déroule comme ça, et des fois, c'est contradictoire, mais c'est tout à fait vrai. C'est une réflexion, vous le dites aussi, sur la condition de l'artiste. Elle disait « Je ne suis pas un poète, j'ai écrit avec mes drames ». Elle, l'étrangère qui se sent nulle part chez elle, ni rive gauche, ni rive droite, ni poète, ni yéyé, ni intellectuelle, juste une femme qui aimait écrire des chansons. On va l'écouter, là encore, exprimant ses doutes à un moment où elle a mis de côté le tour de chant. J'ai quitté un système, une espèce de prison, si tu veux, qui consiste à tous les ans revenir, faire son tour de chant,
et puis tous les ans faire un disque, et puis tous les ans partir à Bordeaux, à Marseille, à Toulouse. Et aussi une facilité, savoir que je vais chanter la petite cantate, Göttingen, et puis que même si je chante mal au fond, ça va au départ, ça va marcher. Je suis trop amoureuse et de mon public et de la chanson pour tricher avec ça. Et puis enfin, on ne peut pas radoter, ça fait 20 ans que je radote. Tu peux pas réinventer, enfin, tu comprends, je pouvais pas, je pouvais plus. Alors je vais continuer à chanter, peut-être même à écrire des chansons, mais j'ai abandonné un système. C'était devenu le fonctionnariat. J'étais devenue la cousine qui revient tous les ans à heure fixe. Et ça je veux pas parce que ce métier est un métier d'aventurier, d'aventurière. Il faut que ce soit une aventure. Puis je crois aussi qu'il faut pas continuer sa vie, il faut la recommencer. Alors c'est une femme qui aimait la prise de risque, mais dans ses mots, il y a toute sa philosophie d'artiste et de vie que vous partagez peut-être avec elle, Thomas Joly. Il ne faut pas continuer sa vie, il faut la recommencer. Alors, pardon, ça m'émeut beaucoup en fait, cette prise de parole, parce que elle a raison. On ne peut pas venir sur scène dans l'habitude, dans la routine. Et mine de rien, j'en sais aussi un peu quelque chose, on peut rentrer rapidement dans un fonctionnariat du métier à créer. Et on nous incite à créer souvent. À peine un spectacle terminé à la première d'Avignon, par exemple, la première question, après bravo, c'est « et c'est quoi ton prochain projet ?» En fait, à un moment donné, pourquoi est-ce que j'ai aussi accepté de faire ce projet, de me déplacer, d'être dans un moment aussi, dans un endroit d'inconfort, parce que moi je ne suis pas chanteur, je ne mets pas en scène normalement la chanson, je suis plutôt quelqu'un des textes de théâtre, je suis acteur. Eh bien c'est aussi pour dire, je me déplace comme elle avait pris des risques et de faire aussi Lily Passion, cette comédie musicale, de faire cette pièce de théâtre, Madame, qui n'ont pas été des réussites ou des grands succès, mais à un moment donné, c'était un besoin d'elle de se déplacer, d'aller ailleurs et de ne pas mentir, de ne pas tricher, comme elle dit. Et ça, la question de... Alors, c'est un petit souci d'artiste, pas très très grave en soi, mais on ne peut pas être artiste en étant un fonctionnaire. Et ça, je le comprends parfaitement et je partage beaucoup cette idée en ce moment. Elle vous émeut, ces quelques mots-là particulièrement, parce que vous avez désormais sur vos épaules aussi un nouveau projet, un prochain projet, comme vous dites, et c'est pas la peine de vous demander lequel ce sera, puisqu'on le connaît, tout juste nommé à 37 ans à la tête du Centre dramatique national d'Angers, le Quai, qui abrite aussi un centre de danse contemporaine, tout juste renouvelé lui aussi avec l'arrivée de Noé Soulier. Vous y succédez à Frédéric Bélier-Garcia. On en parle de ce besoin de s'amarrer quelque part ? Oui, on en parle parce qu'après 14 ans de compagnie, je crois avoir exploré le modèle, avoir été partout sur le territoire, non seulement national, international, mais surtout régional, puisque la compagnie est installée à Rouen, et qu'après l'exploration de ce modèle, j'avais besoin d'en trouver un autre. Parce que, et c'est d'ailleurs, ça rejoint ce que dit Barbara, c'est bien de faire des spectacles, mais en fait, tous mes spectacles sont toujours dans le contexte... d'une entreprise culturelle, pas au sens financier, mais au sens d'entreprendre quelque chose, qui est ou la compagnie, ou là, pour le coup, le centre dramatique, qui sont des maisons d'éducation, de démocratisation, qui réfléchissent aussi comme si les spectacles étaient des outils, finalement, pour la culture plus généralement. Moi, j'ai besoin de ça. Je ne peux pas faire que des spectacles pour ma pomme. Je suis obligé de les inscrire dans une démarche plus vaste pour faire avancer la question du théâtre, la question culturelle plus largement. C'est prétentieux peut-être de le dire, mais je ne peux pas travailler autrement. Non, mais c'est une prise de risque. On a retrouvé les mots de Philippe Ken, le patron des Amandiers à Nanterre, qui jette aujourd'hui l'éponge. Il y a 6 ans, il prenait ses fonctions des rêves plein la tête. On porte la candidature sous forme de courrier. On est reçu avec un projet d'une 15aine de pages qu'on argumente, autour duquel on rencontre des partenaires, des artistes, des tutelles, des gens qui sont amenés à travailler aussi avec ce théâtre et dans le département et la ville. Et puis voilà, on passe, comme on dit, un oral, et puis on discute et on met en échange les projets. En tout cas, c'est une nouvelle page qui va s'écrire avec le Théâtre des Amandiers et ces enjeux qui sont aussi ceux de notre époque qu'il faut inscrire dans ce projet.
Et vous, qu'est-ce qui vous attire quand même aussi dans cette idée d'avoir un lieu à vous, alors que plusieurs de vos prédécesseurs ont témoigné des lourdeurs administratives qui vous attendent, des cahiers des charges à rallonge, de la baisse des moyens pour répondre malgré tout à une multitude de missions parfois contradictoires, de la difficulté tout simplement aussi pour un artiste, metteur en scène, à devoir gérer et créer en même temps. Oui, je sais bien que... Alors d'abord, moi j'ai été un jeune candidat. C'était pas la première fois que je candidatais. J'ai été un plus jeune candidat encore. Et je tiens à rappeler que les centres dramatiques étaient d'abord des murs donnés à des troupes. Et qu'il y a eu toute une génération qui sont aujourd'hui à la tête de très grandes maisons. Stéphane Braunschweig, Olivier Py, Stanislas Nordet, Emmanuel de Marcy-Motta, qui ont accédé à ces maisons très jeunes parce qu'ils avaient l'énergie aussi. Et qu'ils les ont vraiment portées avec leur jeunesse. Moi, ce qui m'a attiré, c'est qu'au Quai à Angers, il y a d'abord la présence d'un CNDC. Donc on n'est pas tout à fait dans un centre dramatique classique. On est avec des endroits d'interstice, d'hybridation. On est dans un bâtiment qui permet la pluralité des formes. J'ai aussi quelques missions qui me rapprochent du cirque, du jeune public, de la musique. Donc on est vraiment dans une possibilité de faire se rencontrer les arts les uns avec les autres, en plus de toutes les missions évidemment qu'il y a, et que je crois que dans ces interstices-là, on peut, à mon avis, créer la réponse à ces maisons, enfin, que doivent donner ces maisons au territoire dans lesquels elles sont installées. Après, je sais que ça va être compliqué. Il y a deux aspects, il y a deux messages qu'on me dit. On me félicite et puis on me met en garde sur le fait qu'effectivement, ça va être compliqué. Oui, mais peut-être que l'ambition, pour l'instant, reparlons-nous dans 4 ans. L'ambition pour l'instant, c'est d'essayer de révolutionner un peu le modèle, évidemment. Sinon, si on n'arrive pas avec ça... Tout en continuant à défendre, on imagine, un théâtre populaire, cette idée qui vous est chère depuis vos débuts. La compagnie, la Piccola Familia, vous partez avec elle. Elle vous suit plutôt ? Elle me suit. Elle vous suit. Bon, et on imagine que pour ces nouvelles fonctions, vous mettrez aussi à profit votre expérience d'artiste associé du TNB, du TNS à Strasbourg ou encore du Grand T à Nantes pour repenser cette fonction-là aussi. Quelle place il y aura pour la solitude dans votre vie à l'avenir, Thomas Joly, comme la chante Barbara dans cette nouvelle aventure ? Ça fait peur parfois la solitude quand elle se pointe à votre porte. Mais vous savez quoi, aussi, non ? Vous savez quoi, le metteur en scène est un métier de solitude. C'est très, il faudrait en parler plus longuement, mais la solitude, je la connais en fait. C'est très, très étonnant d'être sans cesse au centre de tout, mais finalement très, très seul. La solitude, le repli, mais avoir une maison, c'est aussi pouvoir poser ses bagages un peu et réfléchir à comment est-ce qu'on écrit notre propre histoire et le rapport qu'on a au public. Donc, non, moi, je suis plutôt très excité. Là, j'ai l'air d'être un peu triste, mais je suis très, très excité, vraiment. Merci beaucoup à vous, Thomas Joly. On vous retrouve donc en ce moment sur la scène de la Scala à Paris pour ce spectacle hommage à Barbara, un jardin de silence à voir jusqu'au 3 novembre. On vous retrouvera aussi sur la scène de l'Opéra Comique à Paris, puis sur celle de l'Opéra de Rouen pour ce Macbeth Underworld l'année prochaine. Et puis tout ça et bientôt au CDN. Hâte de voir vos débuts. Merci à vous. Merci à vous.